La série commence par une grosse tempête dans la Corée de l'ère Joseon. Tout est sombre et tempétueux la nuit, et les pêcheurs ont du mal. Les gens du village côtier se dépêchent de trouver un abri contre la tempête. Le lendemain matin, tout le monde dans le village est occupé à nettoyer le désordre que la tempête a causé. Ils ramassent également tous les poissons qui se sont échoués sur le rivage à cause de la tempête. Pendant qu'un villageois ramasse ses poissons, il a une grosse surprise. Il trouve une femme dans une grotte près du rivage, mais elle n'est pas une femme ordinaire. Elle est à moitié humaine et à moitié poisson, comme une sirène. La nouvelle se propage rapidement, et bientôt, un tas de villageois viennent voir cette découverte inhabituelle. Ils décident d'emmener la sirène, dont le nom est Shimshung, de retour au village. Quand Monsieur Yang, l'un des chefs du village, arrive, il se rend à l'étang où Shimshung était assise. Mais alors, un des villageois lui rappelle de ne pas la toucher car elle peut effacer les souvenirs de ceux qui la touchent. À ce moment précis, Monsieur Yang dit à tout le monde de se préparer pour une grande fête car le maire, Kim Dam-ryung, était en route pour le village. Un peu plus tard, le maire Dam-ryung arriva, et Monsieur Yang l'accueillit chaleureusement. Ensuite, Monsieur Yang montra la sirène qu'ils avaient capturée au maire. Quand le maire Dam-ryung vit Shimshung, il demanda à Monsieur Yang ce qu'il comptait faire avec elle. Monsieur Yang dit avec confiance qu'il voulait fabriquer une huile de sirène spéciale. Mais le maire Dam-ryung n'aimait pas du tout cette idée. Il menaça de révéler certaines erreurs de Monsieur Yang dans la gestion de la zone côtière s'il ne laissait pas la sirène retourner dans la mer. Donc, à la fin, le maire Dam-ryung réussit à relâcher Shimshung dans l'océan. Alors qu'elle lui tendait la main, de loin, Monsieur Yang et ses hommes parlèrent de ce que ce serait une mauvaise idée pour les humains de toucher les sirènes car cela pourrait entraîner des problèmes à l'avenir. Maintenant, passons rapidement à l'époque actuelle. Il y a un gars nommé Eo Jun-jae, et il est connu comme un escroc professionnel. Avec Jio Nam-do et Tao, ils se font passer pour des techniciens et se rendent dans un cabinet d'avocats pour mettre en œuvre leur plan. Un des gardes de sécurité devient suspicieux envers ces nouveaux techniciens et tente de les arrêter. Mais Jun-jae fait un tour de passe-passe astucieux avec son briquet pour hypnotiser le garde. Le garde commence à les voir comme les techniciens habituels qui viennent au bureau. Une fois qu'ils ont trompé le garde, Jun-jae et son équipe entrent dans le cabinet de l'avocat. Jun-jae va se faire passer pour un avocat qui rencontre un client nommé Jang Jin-ok. Pendant ce temps, Nam-do agit comme l'assistant de Jun-jae, et Tao garde un œil sur le vrai avocat depuis le toit. Dans le bureau, Jin-ok demande l'aide de Jun-jae pour le cas de son fils, qui est lié à la mort de son ami d'une manière vraiment étrange. En même temps, Tao dit à Jun-jae que le vrai avocat est en chemin de retour au bureau. Alors, Jun-jae invite rapidement Jin-ok à discuter du cas autour d'un déjeuner. Dans l'ascenseur, Jin-ok conclut un marché avec Jun-jae. Elle promet de l'emmener en vacances dans la région méditerranéenne s'il peut résoudre le cas de son fils. Plus tard, après avoir réussi à tromper Jin-ok, Jun-jae et ses amis se séparent à l'aéroport pour profiter de leurs vacances. Pendant le vol, Jun-jae rencontre une hôtesse de l'air nommée Minji, qui lui raconte une histoire sur la mer Méditerranée et la dernière sirène qui y vit. Mais il n'y croit pas et pense que c'est juste un conte de fées. On voit ensuite Shimshung, qui nage dans la mer Méditerranée en portant un bracelet en jade spécial. Soudain, il y a une explosion sous-marine qui l'effraie et la fait échouer sur la rive. À sa grande surprise, elle réalise que sa queue de sirène s'est transformée en jambes humaines. Paniquée, elle saute dans un étang voisin pour reprendre sa forme initiale. Juste au moment où elle se cache dans l'eau, elle voit Jun-jae s'approcher de l'étang. Un peu plus tard, Jun-jae est agacé en découvrant que sa chambre d'hôtel est toute en désordre, avec de la nourriture partout. À sa grande surprise, il découvre Shimshung dans son placard, portant son sweat à capuche. Pensant qu'elle était coréenne, il a essayé de lui demander d'où elle venait, mais elle ne semblait pas le comprendre. Lorsqu'il s'approcha d'elle pour la sortir du placard, elle utilisa ses pouvoirs spéciaux pour le repousser. Alors, Jun-jae décide d'appeler les autorités et attend avec Shimshung jusqu'à ce que la police arrive. Il prend même une photo d'elle comme preuve qu'elle s'était introduite dans sa chambre. Après avoir été emmené en garde à vue, Jun-jae se détend et regarde une photo de Shimshung portant un précieux bracelet en jade. Il envoie le bracelet à Nam-do pour une enquête approfondie. Plus tard dans la journée, Jun-jae va déjeuner avec Minji dans un restaurant chic. Juste au moment où il s'apprête à lui donner un collier, il reçoit un message de Nam-do, qui lui dit que le bracelet en jade vaut beaucoup d'argent. Alors, Jun-jae change d'avis sur le fait de donner le collier à Minji et dit qu'il doit le montrer d'abord à sa mère. Il s'excuse rapidement pour aller chercher le bracelet auprès de Shimshung. Pendant ce temps, au poste de police, les officiers sont frustrés parce que Shimshung refuse de répondre à leurs questions et joue avec des mouchoirs. Quand l'un des officiers prend un mouchoir, elle se fâche et le pousse contre le mur. Juste à ce moment-là, Jun-jae arrive pour trouver Shimshung dans une cellule. Il utilise ses compétences hypnotiques pour faire croire à l'officier qu'elle est sa femme, et cela conduit l'officier à la libérer. À l'extérieur du poste de police, Jun-jae veut prendre le bracelet en jade de Shimshung, mais elle se prépare à se défendre. Au lieu de cela, il fait l'éloge du bracelet pour la rendre heureuse.
Pour lui remonter le moral, il l'emmène dans un centre commercial. Cependant, elle a peur de l'escalator, alors Junjae décide de la porter. Cela lui vaut l'admiration des gens au centre commercial. Junjae emmène ensuite Shim-chung faire du shopping pour des chaussures et des vêtements plus appropriés. Pendant qu'elle essaie de nouveaux vêtements, Junjae quitte brièvement le magasin à cause d'un appel de Namdo. Quand il revient, Shim-chung a disparu. Il se dépêche de la retrouver et la découvre dans une garderie, en train de déguster une sucette. Il semble la gronder de ne pas avoir attendu, mais elle lui sourit simplement. Malgré son agacement, Junjae a invité Shim-chung à manger dans un restaurant. Elle mangeait avec ses mains, ce qui amusait les autres clients. Junjae lui a même appris à utiliser une fourchette. Tout en le faisant, il a utilisé ses pouvoirs hypnotiques pour prendre son bracelet en jade sans qu'elle s'en rende compte. Il l'a intentionnellement laissé derrière lui après avoir obtenu ce qu'il voulait. Mais alors qu'il quittait l'hôtel, il s'est soudainement senti concerné pour elle. Il l'a trouvée en train d'attendre sous la pluie devant le centre commercial fermé et lui a offert un abri sous son parapluie, ce qui l'a rendue heureuse. Il l'a invitée à rester dans sa chambre d'hôtel, mais elle a joué avec la carte clé de la chambre de manière taquine, ce qui a fait clignoter les lumières. Agacée, Junjae a rapidement terminé sa douche et l'a averti. Une autre fois, elle l'a interrompu pendant qu'il utilisait son ordinateur portable, alors il lui a donné l'ordinateur portable et a décidé de se reposer. Le lendemain matin, Junjae a été surpris de voir que Shim-chung avait passé toute la nuit à regarder des vidéos sur son ordinateur portable. Elle avait l'air fatiguée. Bientôt, Junjae a reçu un message de Namdo disant que les hommes de main de Jinoke les avaient trouvés. Alors, il a rapidement fait ses bagages et voulait partir. Mais quand il a essayé de partir, il a découvert que les hommes de main de Jinoke avaient encerclé l'hôtel. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, ils ont eu un choc parce que Junjae avait installé une fausse bombe. Après avoir réalisé que c'était faux, ils l'ont cherché, mais il s'était échappé en utilisant un tissu. Ils ont essayé de poursuivre Junjae et Shim-chung, qui s'enfuyaient à vélo pour leur échapper. Shim-chung avait appris quelques mouvements de combat en regardant des vidéos sur l'ordinateur portable de Junjae, et elle les a utilisés pour se défendre contre certains des hommes de main. Malheureusement, l'un des hommes de main a pointé une arme sur Junjae et l'a emmené en voiture. Junjae a essayé de signaler à Shim-chung de ne pas le suivre, mais elle a pris un vélo et a essayé d'arrêter la voiture. Junjae a causé une agitation dans la voiture, ce qui l'a fait s'écraser dans un étal au bord de la route. Il a profité de l'occasion pour s'échapper avec Shim-chung. Quand ils sont arrivés dans un endroit sûr, Junjae lui a conseillé de ne pas lui faire confiance, mais elle a pensé qu'il était une bonne personne parce qu'il ne l'avait pas abandonné au centre commercial. Alors, il a décidé de lui rendre le bracelet en jade qu'il lui avait pris. Le lendemain, Junjae l'a emmené dans un endroit appelé la fin du monde, où il y avait un phare au bord d'une falaise. Il lui a parlé d'une légende qui disait que les gens qui se séparaient là-bas finiraient par se retrouver. Il lui a également raconté comment sa mère l'avait laissé là-bas quand il était enfant et lui a montré son nom gravé sur une pierre. Soudain, les hommes de main de Jinoke sont arrivés après avoir trouvé une carte dans la chambre d'hôtel de Junjae qui les y avait menés. Ils étaient piégés sur la falaise, et Junjae les a suppliés de laisser Shim-chung partir, mais elle a prétendu être sa femme et lui a fait signe de sauter de la falaise. Ainsi, Shim-chung a entraîné Junjae dans la mer, prenant sa forme de sirène. Ils se sont embrassés, et Junjae a commencé à perdre connaissance. Il s'est réveillé sur la plage, incapable de se rappeler pourquoi il avait sauté dans la mer alors qu'il était poursuivi par les hommes de main de Jinoke. Étrangement, il n'avait aucun souvenir de Shim-chung et ne réalisait pas qu'elle lui avait donné son bracelet en jade. Un autre jour, Junjae était dans un avion, et Shim-chung le regardait voler au-dessus de la mer, se rappelant les paroles de Junjae sur le retour à Séoul. À cause de cela, elle a dit au revoir à ses amis sirènes et a commencé son voyage à travers l'océan pour arriver à Séoul. Pendant ce temps, Junjae était rentré chez lui à Séoul, et il avait des rêves où Shim-chung lui exprimait ses sentiments, mais il ne se souvenait pas de qui elle était. 3 mois plus tard, Shim-chung s'approcha d'un bateau de pêche et demanda son chemin pour Séoul. Les pêcheurs lui indiquèrent la bonne direction, et elle poursuivit son voyage, laissant les pêcheurs étonnés alors qu'elle nageait vers Séoul. Un jour, Shim-chung, désormais sur le rivage d'une plage, rencontra un groupe de femmes, alors elle leur demanda son chemin pour Séoul. Les femmes lui proposèrent de la conduire car elle se dirigeait également vers la même ville. L'une des femmes, Shashia, qui aimait Junjae depuis longtemps, demanda à son assistante domestique, Mo Y-Oran, de préparer de la nourriture pour l'anniversaire de Junjae. En préparant la nourriture, Y-Oran mentionna que c'était aussi l'anniversaire de son fils ce jour-là. Shia se rendit ensuite chez Junjae, où il vivait avec Namdo et Tao, pour lui apporter la nourriture. Lorsque Junjae y goûta, il se souvint soudainement de la cuisine de sa mère, qui était la même chaque année pour son anniversaire. Sa mère l'emmenait dans un énorme aquarium comme cadeau d'anniversaire. D'autre part, Y-Oran était assise dans un parc, regardant une photo de son fils, qui est Junjae. Plus tard, tout en travaillant pour la famille Shia,
on la vit préparer de la nourriture que la sœur aînée de Chia, Han Jinju, donnerait à la prestigieuse famille du docteur Eo Il-jung à Séoul. Lorsqu'Il-jung et sa famille eurent le repas, lui, qui est le père de Jun-jae, se souvint de la cuisine de Yo-han et de la chaleur de sa petite famille dans le passé. Pendant le trajet d'Il-jung vers l'hôpital où il travaillait, il demanda à son assistant, Nam, qui le conduisait, des nouvelles de Jun-jae. À son insu, toute leur conversation était entendue par sa femme, Kang Se-hwe, qui avait secrètement placé un dispositif d'écoute dans la voiture de son mari. Lorsqu'elle découvrit que son mari pensait toujours à sa famille du passé, elle contacta Ma Dae-yeon, un fugitif recherché par la police, pour connaître le lieu où se trouvait Jun-jae, pensant qu'il pourrait être à l'aquarium géant. Comme Se-hwe le soupçonnait, Jun-jae se rendit à l'aquarium géant le jour de son anniversaire, espérant retrouver sa mère. Au lieu de cela, il rencontra Shim-chung, qui le regardait fixement. Il lui demanda si elle le connaissait, mais Shim-chung ne répondit pas. Le personnel de l'aquarium voulait la capturer pour être entré illégalement. Curieux de Shim-chung, Jun-jae prétendit être un détective pour l'emmener de là. Plus tard, Jun-jae lui montra une photo envoyée par Nam-do, et elle fut surprise de se voir dessus, se demandant comment elle était arrivée là. Jun-jae devint encore plus curieux d'elle lorsqu'elle connaissait son vrai nom, bien qu'elle n'ait pas dit comment. Il emmena ensuite Shim-chung voir des feux d'artifice près de la rivière Han, ce qui l'effraya, et elle le serra dans ses bras. De loin, Dae-yeon les observait et informait Se-hwe. Maintenant, revenons à Jun-jae, qui a initialement dit à Shim-chung de ne pas le suivre et lui a donné son numéro de téléphone, lui disant qu'elle pouvait le contacter si elle voulait parler des souvenirs oubliés de leurs vacances en Méditerranée. Cependant, alors qu'il était sur le point de partir, il s'est senti désolé pour Shim-chung et a décidé de l'emmener avec lui. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, Nam-do et Tao ont été surpris de voir Shim-chung là-bas. Jun-jae a brièvement expliqué la situation et lui a offert de la nourriture. Il a également demandé des nouvelles du bracelet en jade qu'il avait trouvé. Shim-chung admit que c'était le sien et mentionna qu'elle en avait beaucoup d'autres similaires chez elle. Nam-do, intéressé par la valeur potentielle du bracelet, suggéra que Shim-chung reste avec eux. Lorsqu'il demanda son nom, Shim-chung dit qu'elle n'en avait pas. Alors, Jun-jae lui donna le nom de Shim-chung sur le champ, même si Nam-do dit que Jun-jae se moquait d'elle avec ce nom. Elle demanda ensuite à Tao son nom, mais il était occupé avec son ordinateur portable et vérifiait la présence de Chia à la porte d'entrée. Bientôt, Chia arriva et apporta un gâteau d'anniversaire pour Jun-jae. Elle fut surprise d'entendre Shim-chung se présenter avec assurance comme Shim-chung, le nom que Jun-jae lui avait donné. Chia sourit en entendant le nom. Alors que Shim-chung parlait encore à Chia, elle eut peur lorsqu'un aspirateur la percuta et se blottit contre Jun-jae. Chia le vit mais ne dit rien à ce sujet. Ils décidèrent tous de célébrer l'anniversaire de Jun-jae avec le gâteau que Chia avait apporté. Après avoir soufflé les bougies, Shim-chung attrapa le gâteau avec ses mains et commença à le manger, surprenant tout le monde. Chia coupa alors un morceau du reste du gâteau pour Jun-jae et le lui fit manger. Shim-chung observait comment Chia mangeait avec grâce et essaya de l'imiter, bien qu'elle soit agacée par Chia, qui essayait de se rapprocher de Jun-jae. Après la célébration de l'anniversaire, Chia prit Nam-do à part et lui demanda des nouvelles de Shim-chung. Il expliqua que Jun-jae avait autorisé Shim-chung à rester temporairement à cause de ses troubles mentaux. Pendant ce temps, Jun-jae mena Shim-chung dans une pièce vide au-dessus de la sienne. Alors qu'il s'apprêtait à se reposer, il entendit Shim-chung faire du bruit dans la pièce, excité à l'idée d'avoir sa propre chambre. Il lui demanda de se calmer. Un autre jour, Dae-yeon essaya de trouver la maison de Jun-jae en offrant des journaux dans la région où Jun-jae avait disparu. Il semblait marquer chaque maison visitée d'un motif jusqu'à ce qu'il rencontre un homme en colère dont le sommeil avait été perturbé. Alors que l'homme entrait chez lui, Dae-yeon commença à dessiner un motif connu du propriétaire, qui le menaça de le signaler à la police. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, Jun-jae reçut un message de Nam-do lui demandant de ne pas rentrer immédiatement car il y avait eu un meurtre dans leur quartier et de nombreux policiers patrouillaient dans la région. Nam-do lui rappela également que le détective qui avait recherché Jun-jae pendant les 3 derniers mois était sur les lieux. Pendant ce temps, un policier soupçonna que Dae-yeon avait commis le meurtre en se basant sur la méthode et le motif du crime, mais son collègue Kang-in n'était pas d'accord, car la victime était un usurier, ce qui pouvait constituer un mobile pour le meurtre par vengeance. En même temps, Dae-yeon, déguisé en policier, sonna à la porte de Jun-jae, et Shim-chung lui ouvrit. Cependant, Jun-jae demanda soudainement à Nam-do de s'écarter et se fraya délibérément un chemin à travers les policiers patrouillant dans les rues. Revenons maintenant à l'ère Joseon. Shim-chung, dont le vrai nom est Se-hwa, marchait lorsqu'elle fut confrontée à Yang et ses hommes qui voulaient lui blesser la jambe pour l'empêcher de se déplacer. Heureusement, Dam-ryung vint à sa rescousse et l'emmena dans un endroit caché. Il ne savait pas qu'un des hommes de Yang les espionnait. Pendant ce temps, à la résidence de Yan, un homme arriva et se mit en colère contre Yang pour lui avoir fait perdre son emploi. Il menaça même de révéler les crimes de Yang. Étonnamment, le lendemain matin,
L'homme fut retrouvé mort sur la plage, mais il n'y avait aucun signe de violence physique sur son corps. Dam Ryung et d'autres fonctionnaires qui enquêtèrent sur l'incident ne crurent pas qu'il s'agissait d'un meurtre. Retour au présent. Lorsque Shim Chung rencontra Dae-yeon, il fit semblant d'enquêter sur un meurtre dans la région. Jun-jae arriva et empêcha Dae-yeon d'entrer dans sa maison. Il demanda aux policiers arrivés de vérifier Dae-yeon, mais ils refusèrent et le laissèrent partir. Plus tard, Chia retourna chez Jun-jae, mais Shim Chung, qui lui ouvrit la porte, ne la laissa pas entrer. Chia se mit en colère et tenta de pousser la porte, ce qui la fit tomber. Shim Chung dit alors à Chia que Namdo et Tao n'étaient pas rentrés la veille au soir, la laissant seule avec Jun-jae. Frustrée, Chia déclara qu'elle épouserait Jun-jae et accusa Shim Chung d'être une profiteuse dans sa maison, ce qui amena Shim Chung à mordre son doigt. Après l'incident, à l'intérieur de la maison, Jun-jae soigna la blessure de Chia et gronda Shim Chung. Plus tard, Jun-jae donna à Shim Chung un téléphone et une carte de transport et lui demanda de quitter sa maison. Il lui montra comment utiliser le smartphone et lui dit de le contacter si elle voulait partager ce qui s'était passé pendant son voyage en Méditerranée. Shim Chung lui demanda de la rencontrer à la tour Nansan quand il neigerait pour la première fois, mais il déclina l'invitation et lui demanda de partir immédiatement. Alors que Shim Chung s'éloignait, Jun-jae vérifia secrètement la localisation de son téléphone via le GPS, tandis que ses amis Namdo et Tao le critiquaient pour l'avoir envoyé dans les rues froides et dangereuses, surtout après qu'elle leur ait donné un bracelet en jade coûteux. Jun-jae vérifia rapidement sa localisation et se précipita pour la retrouver. Cette nuit-là, lorsque Shim Chung vit les premières chutes de neige, elle courut vers la tour Nansan. Jun-jae, réalisant qu'il neigeait, se souvint d'elle et se dépêcha de la suivre, utilisant le GPS de son téléphone. Cependant, au moment où Shim Chung s'apprêtait à traverser la rue, elle fut heurtée par une voiture conduite par le demi-frère de Jun-jae, Oh Chi-yeon, et perdit connaissance. Jun-jae arriva à la tour Nansan mais ne put la trouver, ce qui l'inquiéta. Il la chercha et trouva son téléphone et des brochures dispersées sur la route, tachées de sang. Il rassembla rapidement des informations sur l'accident, localisa l'hôpital et vit Shim Chung inconsciente. Sa température corporelle était dangereusement basse. Jun-jae appela à l'aide et les médecins travaillèrent pour la sauver avec un défibrillateur. Jun-jae resta à ses côtés, lui tenant la main, attendant avec anxiété. Dans son rêve, Shim Chung vit Dam Ryung lui tendre la main depuis son navire. Finalement, elle se réveilla. Plus tard, Namdo, ayant entendu parler de l'état de Shim Chung, fut surpris d'apprendre qu'elle avait repris conscience après que les médecins aient initialement pensé qu'elle était décédée. Pendant ce temps, Chi-yeon fut interrogé par la police à propos de l'accident, mais ils le laissèrent partir faute de preuves de conduite en état d'ivresse. Lorsque Chi-yeon alla rendre visite à Shim Chung, il rencontra Jun-jae, qui lui demanda s'il était la personne qui l'avait heurté. Chi-yeon expliqua qu'elle avait soudainement traversé la route et que c'était un accident. Alors que Jun-jae partait, il surprit Chi-yeon recevant un appel de Il-jung, ce qui lui rappela sa déception envers son père. Il vit également Chi-yeon monter dans sa voiture pour partir, et Nam remarqua Jun-jae entrer dans l'hôpital. Quelques jours plus tard, Shim Chung se trouvait dans une salle de convalescence à l'hôpital et Jun-jae la surveillait de l'extérieur de sa porte. En sortant de l'hôpital, Shim Chung rencontra Nam, qui lui dit que Il-jung cherchait Jun-jae. L'assistant de Il-jung conseilla à Jun-jae de pardonner à son père, qu'il avait toujours regretté. Dae-yeon les observait secrètement de loin. Un jour, Shim Chung était en fauteuil roulant à l'hôpital et vit une femme nommée Sojin protester contre le cas présumé de faute médicale de sa fille, Yaeun. Le vice-président de l'hôpital, Byung-chun, gronda un agent de sécurité pour ne pas avoir bien géré la protestation. Shim Chung fut indigné par le comportement injuste de Byung-chun et lui donna un coup de pied en réponse. À cause de ses actions, Shim Chung fut emmené au bureau de Byung-chun, où le médecin qui l'avait traité fut surpris de sa capacité à donner des coups de pied, surtout après qu'elle ait eu la jambe cassée quelques jours auparavant. Le médecin demanda à Shim Chung pourquoi elle avait agi ainsi, et elle répondit innocemment qu'elle imitait ce que le vice-président de l'hôpital, Byung-chun, avait fait quand il avait donné un coup de pied à un agent de sécurité. Agacé, Byung-chun décida de la signaler à la police. Après cela, Shim Chung rencontra Sojin dans le jardin de l'hôpital. Sojin regrettait d'avoir fait travailler sa fille à temps partiel, ce qui l'avait rendu malade. Shim Chung proposa d'effacer les souvenirs douloureux liés à Yaeun, mais Sojin déclina, préférant chérir tous les souvenirs de sa fille, même s'ils causaient de la douleur. De retour chez lui, Jun-jae et les autres regardèrent une vidéo de Shim Chung donnant un coup de pied à Byung-chun et furent étonnés, considérant qu'elle se remettait encore de sa blessure. Après avoir vu le comportement de Byung-chun, ils décidèrent de lui donner une leçon. Ils diffusèrent la nouvelle du retour en Corée du fils du directeur après 10 ans à l'étranger, trompant Byung-chun et le personnel de l'hôpital pour qu'ils accueillent Jun-jae comme le fils du directeur. Tao se fit passer pour le secrétaire de Jun-jae pour aider au plan. Jun-jae emprunta le téléphone de Byung-chun, prétendant que le sien était déchargé, pour le remplacer par un autre téléphone.
Tao entra dans une pièce pour pirater et récupérer des informations sur le téléphone de Byung-chun. À l'aéroport, le véritable fils du directeur fut accueilli par Nam-do et emmené en visite de la ville, donnant à Jun-jae et Tao suffisamment de temps pour accomplir leur mission. Tao pirata avec succès toutes les informations dont ils avaient besoin, y compris un rapport sur la mort de Yeon. Ils confrontèrent Byung-chun avec des preuves de faute médicale, de détournement de fonds et de corruption. Byung-chun fut choqué de réaliser que Jun-jae n'était pas le fils du directeur. Jun-jae expliqua qu'il voulait que Byung-chun abandonne les charges contre Shim-chung, présente ses excuses à Sojin et rapporte les vrais faits sur la mort de Yeon. Byung-chun accepta, et Jun-jae et Tao furent ravis de leur succès. Pendant ce temps, Nam eut un accident de voiture, causé par Dae-young sur ordre de Seo-hye. Dae-young ignora les appels de Jun-jae et prit le téléphone de Nam. Il-jun reçut la nouvelle de l'accident de Nam pendant le petit déjeuner, et Seo-hye essaya de minimiser la situation, mais Chi-in se méfia de sa mère. Au commissariat de police, le détective Hong Dong-pyo et son équipe discutèrent de Dae-young, toujours en fuite. Ils le soupçonnaient dans un récent meurtre mais manquaient de preuves. Ils trouvèrent des marques sur les portes visitées par Dae-young et reprirent leur enquête. En inspectant les portes, ils repérèrent Dae-young, mais il remarqua qu'il était suivi et s'échappa. Shim-chung était près d'une rivière, envisageant de sauter, mais un homme nommé Yo Jong-un l'arrêta, soucieux de sa sécurité. Il l'invita dans son bureau, où elle découvrit qu'il était un autre homme-poisson. Shim-chung expliqua qu'elle voulait pêcher dans la rivière car elle n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture. Jong-un suggéra qu'ils collectent des perles précieuses à partir de leurs larmes en regardant des films tristes et en récupérant les larmes dans des récipients en plastique. À l'hôpital, Il-jun et Seo-hye rendirent visite à Nam, plongé dans un coma. La femme de Nam, Myung-shin, trouva son accident suspect puisqu'il n'aimait pas conduire en état d'ébriété. De retour chez Shim-chung, elle nettoyait les fenêtres et observait Jun-jae et les autres partir. Lorsqu'ils furent partis, elle retourna à la piscine, son chez-soi sous-marin. Jun-jae revint chercher son téléphone oublié et vit Shim-chung nager, mais il ne vit pas sa véritable forme de sirène alors qu'elle sortait rapidement de la piscine et redevenait humaine. Shim-chung s'entraînait à collecter des perles en regardant un drame triste. Quand Nam-do la vit avec un sac de perles, il fut curieux et lui demanda d'où elle venait. Shim-chung répondit simplement que c'était le fruit de son dur labeur, ce qui rendit Nam-do encore plus curieux. Pendant ce temps, Jun-jae ne savait rien de l'accident de Nam et continuait d'essayer de le contacter. Quand le téléphone de Nam ne répondait pas, Jun-jae envoya un message, et Dae-young, qui avait le téléphone de Nam, répondit, invitant Jun-jae à le rencontrer et discuter avec Il-jun. L'après-midi, Jun-jae était à la bibliothèque en train de lire sur Dam-ryung, qui avait épousé la fille d'un ministre mais l'avait perdue à cause d'une maladie juste un an après leur mariage. Dam-ryung s'était réveillé à l'époque de Joseon, prenant soin de Seo-hye inconsciente et lui mettant un bracelet en jade au poignet. Dans le présent, Jun-jae était perplexe devant le jeune âge auquel le maire de Joseon était mort. Le soir venu, Jun-jae se rendit à l'adresse donnée par Dae-young. Il remarqua que c'était un bâtiment vide et devint suspicieux. Il appela Nam-do et entra dans le bâtiment avec son arme. À l'intérieur, il vit des caméras de surveillance et entendit un téléphone sonner, qui se trouvait dans une pièce vide. Alors qu'il cherchait Nam, Dae-young apparut avec une hache, mais il s'enfuit quand un klaxon retentit, pensant que la police arrivait. Jun-jae quitta le bâtiment, et il y avait beaucoup de taxis pour tromper Dae-young. Il prit un taxi pour retrouver Shim-chung au Han River. Quand il arriva et vit Shim-chung, il ressentit soudain une douleur à la poitrine et s'évanouit. Shim-chung essaya de le réveiller, et il rêva de rencontrer Dam-ryung, qui lui demandait de protéger une femme. Quand il se réveilla, il serra Shim-chung dans ses bras. De retour chez lui, Nam-do demanda qui était l'homme qui avait attaqué Jun-jae dans le bâtiment vide. Ils virent des nouvelles concernant Dae-young, un fugitif, et Shim-chung mentionna l'avoir vu rôder autour de leur maison. Pendant ce temps, Dae-young se rendit chez Seo-hye, déguisé en facteur, pour demander de l'argent, et elle lui en donna avant de lui dire de partir. Le lendemain, Jun-jae reçut un appel de Chi-in, qui lui parla de l'état de Nam à l'hôpital après l'accident. Pendant ce temps, Il-jun alla chez un ophtalmologue et apprit qu'il avait des cataractes mais qu'il pouvait éviter la cécité avec des médicaments. Dans la chambre d'hôpital de Nam, Jun-jae, en visite, ressentit quelque chose de suspect à propos de l'accident. Il demanda à Myung-shin des informations sur la boîte noire de la voiture, mais elle était endommagée, alors la police ne pouvait pas la vérifier. Shim-chung, attendant Jun-jae à l'extérieur de la chambre, fut abordé par Chi-in, qui savait qu'elle était proche de son demi-frère. Plus tard, Il-jun rencontra Chi-in en train de parler à Shim-chung et lui demanda des explications à son sujet, surprenant Chi-in. Jun-jae sortit alors de la chambre de Nam, choquant Il-jun par sa présence. Ils eurent une conversation privée à la cafétéria de l'hôpital. Il-jun demanda à Jun-jae à propos de la cicatrice sur son visage. Jun-jae lui demanda froidement de ne pas se soucier de lui comme il l'avait fait quand il avait abandonné Jun-jae et sa mère dans le passé. Il-jun voulait faire amende honorable, mais Jun-jae le rejeta et s'en alla.
Il-jun s'abstint d'appeler son fils car sa vision devint soudainement floue. De retour chez lui, Jun-jae prit des médicaments contre la fièvre et dit à Shim-chung qu'elle pouvait partir à tout moment. Malgré le fait de l'avoir repoussé, cette nuit-là, Shim-chung décida de s'occuper de lui lorsqu'il était malade. Elle croyait que Jun-jae faisait semblant de ne pas l'aimer mais voulait en fait qu'elle reste. Shim-chung lui demanda d'être plus ouvert car elle serait toujours là pour l'écouter. Entendant cela, Jun-jae la retint et l'embrassa. Un autre jour, Chia vint chez Jun-jae avec des informations de son lieu de travail. Elle avait appris que des archéologues avaient découvert des artefacts censés être la résidence de Dame Ryung dans le passé. À l'époque de Joseon, Dame Ryung se demandait comment il pouvait communiquer avec son futur lui-même au sujet des événements à venir. Quelques jours plus tard, Namdo et Jun-jae planifiaient leur stratagème pour tromper Jinju en se faisant passer pour des investisseurs étrangers. Ils ne savaient pas quelle était la sœur de Chia. Lorsque Jinju demanda quel serait son rôle en tant que fiancé, Tao, déguisé en femme, émergea d'une pièce comme il était censé jouer ce rôle. Jun-jae refusa, alors Namdo demanda à Shim-chung de faire semblant d'être la fiancée de Jun-jae, et elle accepta avec joie. Un autre jour, ils commencèrent à mettre leur plan à exécution. Jun-jae et Shim-chung se firent passer pour des investisseurs étrangers faisant des emplettes dans un centre commercial. Cela empêcha Jinju, qui était également au centre commercial, d'utiliser la salle VIP que Jun-jae et Shim-chung occupaient. Lorsque Jinju les vit et entendit leur conversation sur Dubaï, elle devint curieuse à propos du couple. Elle appela Namdo, jouant le rôle de l'assistant de Jun-jae, pour s'informer sur les affaires de Jun-jae dans l'achat d'articles de luxe. Namdo expliqua qu'il escortait un investisseur étranger en provenance de Dubaï, suscitant l'intérêt de Jinju pour rencontrer l'investisseur. Elle voulait investir son argent et invita même l'investisseur à un repas chez elle. Lors d'un repas à la maison, Jinju partagea sa rencontre avec un investisseur au centre commercial et son projet d'investir son argent. Cependant, Chia entendit la conversation et mit en garde sa sœur pour ne pas se faire duper. Jinju tenta de convaincre Chia que l'investisseur qu'elle avait rencontré était authentique. En rentrant chez lui, Jun-jae reçut un appel de Chia l'informant de la découverte d'artefacts liés à Dame Ryung. Il demanda à Namdo de le déposer car il voulait la rencontrer. Lorsqu'il arriva dans la salle de stockage avec les artefacts, il demanda à Chia d'attendre dehors car il voulait les inspecter seul. À l'intérieur de la pièce, Jun-jae vit un tableau d'un homme, mais une coupure de courant se produisit à cause de la foudre. Il utilisa son briquet pour examiner le tableau et fut surpris de voir que la figure ressemblait à l'homme de ses rêves. Dans le passé, Dame Ryung avait intentionnellement demandé à un peintre de créer sa ressemblance dans un tableau pour envoyer un message à son futur lui-même. Dans le présent, Jun-jae, en étudiant le tableau, découvrit un message qui lui rappelait son rêve, où Dame Ryung lui avait demandé de protéger une femme. Malheureusement, il ne comprenait pas qui était la femme qu'il devait protéger. Chia entra plus tard dans la pièce, effrayé par la coupure de courant, et fut choqué de voir que le tableau ressemblait à Jun-jae. Un matin, pendant le petit déjeuner en famille, Il-jun sentit que sa vue se détériorait, alors Seo lui donna des médicaments et lui dit de se reposer. Chia regarda sa mère avec suspicion, soupçonnant qu'elle n'avait pas vraiment donné de médicaments à son père. Pendant ce temps, Jun-jae se précipita à l'hôpital en entendant que Nam avait repris connaissance. Nam, incapable de bouger ou de parler, pleura seulement en voyant Jun-jae, amenant Myung-shin à soupçonner que son mari voulait transmettre quelque chose à Jun-jae. Se tournant vers le mari de Jinju, Cha Dong-sik, qui avait appris l'invitation de sa femme à un investisseur étranger pour le dîner, tenta de la mettre en garde contre les escroqueries impliquant des investisseurs étrangers, comme Chia l'avait mentionné plus tôt. Jinju essaya de convaincre Dong-sik en disant que Chia ne comprenait rien aux investissements. Peu de temps après, Jun-jae et les autres arrivèrent devant la maison de Jinju. Jun-jae et Namdo rappelèrent à Shim-chung de ne pas utiliser le vrai nom de Jun-jae pendant le repas pour que leur plan fonctionne. Après être entrés dans la maison, il semblait que Chia était arrivée, et alors qu'elle s'apprêtait à entrer, Jinju lui demanda d'acheter des fruits pour les invités, ce qui poussa Chia à partir à nouveau. À l'intérieur de la maison, Jun-jae apprécia les plats servis et fut rappelé par la cuisine de sa mère lorsqu'il goûta aux œufs roulés. Jinju remarqua que l'investisseur semblait apprécier le plat et demanda à Oran de le refaire. Malheureusement, lorsqu'Oran plaça les œufs roulés fraîchement cuits sur la table, elle ne réalisa pas que l'homme assis là était Jun-jae, et il ne vit que son dos lorsqu'elle retourna à la cuisine. À l'extérieur de la maison, Tao fut surpris de voir Chia sur le point d'entrer dans la maison de Jinju. Il s'approcha d'elle et apprit que Chia logeait chez Jinju. Pour l'empêcher d'entrer, Tao lui avoua son amour, ce qui la surprit, et il l'invita à parler dans un café. Chia expliqua qu'elle appartenait à Jun-jae, tandis que Tao semblait contrit, bien qu'il ait secrètement envoyé un message à Namdo pour qu'il quitte la résidence de Chia. Après que Namdo ait informé Jun-jae, ils quittèrent rapidement les lieux, prétendant avoir d'autres affaires à régler. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, Jun-jae était contrarié contre Namdo pour ne pas avoir recueilli plus d'informations détaillées sur Jinju. Namdo argumenta que Chia ne figurait pas sur le registre familial de Jinju.
Cette nuit-là, Junjae ouvrit la galerie de son téléphone et tomba sur une photo d'une urne avec une peinture de sirène et un homme. Cela lui donna envie de voir Shim-chung. Malheureusement, elle n'était pas dans sa chambre, et il y trouva des perles, ce qui lui rappela l'incident où elle l'avait sauvé et lui avait effacé la mémoire en utilisant ses pouvoirs de sirène. Dans le passé, Dam Ryung avait reçu un rapport sur Yang, qui l'avait accusé de meurtre et avait porté plainte contre lui auprès du gouvernement central après avoir été trompé par une sirène maléfique. Dans le présent, Shim-chung, ayant quitté la maison de Junjae, faisait un tour de manège au centre commercial lorsqu'elle rencontra Chi-in, qui se demandait pourquoi elle était seule là-bas. Lorsqu'elle mentionna qu'elle vivait avec Junjae, Chi-in lui proposa de la raccompagner chez elle après avoir entendu leur conversation. Cependant, elle l'invita plutôt à aller au sauna, où elle causa une scène en entrant dans la section des hommes. Chi-in s'inquiéta pour elle et décida de l'accompagner. Pendant ce temps, un groupe de lycéens remarqua l'argent que Shim-chung avait mis dans son sac dans le vestiaire. Lorsqu'elle partit, ils prirent son sac dans une petite ruelle, où ils trouvèrent de l'argent et un téléphone portable. Ils allumèrent le téléphone, révélant ainsi la localisation de Shim-chung par GPS, que Junjae utilisa pour la retrouver. Il menaça de signaler les lycéens à la police à moins qu'ils ne lui rendent son sac. Junjae se rendit alors au sauna et prit Shim-chung dans ses bras lorsqu'il la vit, sans réaliser que Chi-in était également là. Chi-in expliqua la situation, et Junjae lui rendit son sac, lui disant de rentrer chez elle. Cependant, elle refusa de retourner chez lui. Ils discutèrent, et Shim-chung exprima sa déception envers Junjae et les autres pour avoir été une fraude. Après avoir compris ses raisons, Junjae lui permit finalement de rester temporairement au sauna. À l'extérieur du sauna, Junjae rencontra Chi-in, qui l'informa de la maladie d'Il-jung, mais Junjae parut indifférent et dit à son demi-frère de continuer à s'occuper de leur père. D'autre part, Dong-pyo et son équipe examinèrent les dossiers de Dae-young, qui révélait qu'il avait vécu avec une femme nommée Kang Ji-hoon dans le passé. De manière étrange, deux des anciens maris de Kang Ji-hoon avaient eu des problèmes de vue soudains et étaient morts peu de temps après leur mariage. Pendant ce temps, Seo-hye, chez elle, demanda à Dong-pyo des nouvelles de l'état des yeux d'Il-jung. Dong-pyo expliqua qu'il prévoyait de consulter un médecin car les médicaments qui lui avaient été prescrits ne semblaient pas fonctionner. Au même moment, Chia entra dans la chambre de Y-Oh-ran et vit accidentellement une vieille photo de famille. Elle ne réalisa pas que le jeune garçon sur la photo avec Y-Oh-ran était Junjae. Cette nuit-là, Dae-young se déguisa en chauffeur de taxi pour observer Shim-chung, qui se rendait au parc avec Junjae. Simultanément, Dong-pyo et son équipe étaient également près du parc, agissant sur un tuyau concernant le lieu où se trouvait Dae-young. Malheureusement, ils ne trouvèrent pas le criminel recherché, mais ils tombèrent sur Junjae, qui était dans le collimateur de la police pour fraude présumée. En conséquence, Dong-pyo menotta immédiatement Junjae, qui ne voulait pas que Shim-chung soit au courant de son arrestation et ne pouvait que la regarder de loin. Dans la voiture de police, Junjae réalisa que la police prévoyait d'arrêter Dae-young dans le parc. Il soupçonnait que Dae-young les poursuivait, lui et Shim-chung. Junjae demanda au détective Dong-pyo de le libérer et de lui permettre d'appeler Shim-chung. Finalement, le détective Dong-pyo accepta. Au téléphone, Junjae dit à Shim-chung de rentrer chez elle en premier car il avait des affaires à régler. Elle monta dans un taxi, pensant que c'était un taxi ordinaire, mais il s'avéra être conduit par Dae-young. Junjae resta au téléphone avec elle et essaya de déterminer sa position en lui demandant les routes qu'elle voyait. Elle mentionna la tour de Nansan, mais l'appel se coupa soudainement, et ils ne purent plus joindre le téléphone de Shim-chung. Junjae informa le détective Dong-pyo que Dae-young avait kidnappé Shim-chung et se faisait passer pour un chauffeur de taxi près de la tour de Nansan. Le détective Dong-pyo libéra Junjae des menottes et ordonna une recherche de Dae-young. Lorsqu'ils ne purent le trouver, Junjae soupçonna que Dae-young avait pu entrer dans un tunnel et demanda au détective Dong-pyo de vérifier la zone autour du tunnel. Pendant ce temps, Shim-chung était inconsciente dans la voiture après que Dae-young l'eût droguée. Il arrêta la voiture devant un ancien bâtiment hospitalier abandonné et la porta dans une salle d'opération. Lorsque Shim-chung se réveilla, elle vit Dae-young préparant un réservoir d'eau mais ne put bouger les jambes pour s'échapper. De retour à Dong-pyo et Junjae, ils trouvèrent le taxi que Dae-young avait utilisé devant le vieux bâtiment de l'hôpital. Ils se séparèrent immédiatement pour chercher Dae-young. Dans la salle d'opération, Dae-young prévoyait de mettre Shim-chung dans le réservoir d'eau mais eut des doutes après avoir eu une vision d'un homme le mettant en garde contre le fait de toucher une sirène. Il entendit quelqu'un approcher et quitta précipitamment Shim-chung. Quelques instants plus tard, Junjae trouva enfin Shim-chung, et la voiture de Dae-young fut vue quittant la zone du bâtiment hospitalier, laissant le détective Dong-pyo frustré car il avait une fois de plus échoué à capturer son fugitif. Lorsque Namdo et Tao arrivèrent à la maison de Junjae et Shim-chung avec Dong-pyo, ils furent surpris d'apprendre que Dong-pyo était le détective qui les surveillait. Junjae leur montra rapidement des images de caméras de surveillance de Dae-young rôdant autour de leur maison et un message de Dae-young envoyé via le téléphone de Nam. Ils réalisèrent que Junjae et ses amis pourraient aider la police à capturer Dae-young. Ainsi,
Dongpyo décida de ne pas arrêter Junjae et ses amis avant qu'il n'ait capturé le principal fugitif de la police. À la maison, Seo préparait un médicament pour Il-jung et remplaça secrètement ses gouttes pour les yeux par un médicament différent. Chian observait silencieusement les actions de sa mère et prit le médicament après son départ de la pièce. Pendant ce temps, au bureau de l'avocat d'Il-jung, l'avocat nommé Yunta expliquait le processus de légalisation du testament d'Il-jung. Il-jung révéla son intention de léguer toute sa fortune à Junjae, ce qui surprit Yunta. Yunta suggéra à Il-jung d'allouer une partie de l'héritage à sa femme et à Chian, le beau-fils d'Il-jung. Cependant, Il-jung resta ferme dans sa décision, laissant Chian, qui avait entendu toute la conversation de l'extérieur de la pièce, choqué par le choix de son père. Pendant la journée, Seo demanda à Yunta de l'aider à convaincre Il-jung de modifier son testament pour qu'il lègue toute sa fortune à Chian. Elle organisa même la présence de 2 témoins rémunérés lors de la légalisation du testament. Lorsque le jour de la signature du testament arriva, Il-jung, dont la vue se détériorait, ne put lire clairement le contenu du testament. Il dut se fier à Yunta et aux 2 témoins qui étaient venus. Sur le lieu où le taxi volé conduit par Dae-young avait été retrouvé, Dongpyo et Junjae ne purent trouver la boîte noire du taxi ni aucune preuve suggérant que Dae-young avait utilisé le véhicule. Junjae pensa alors que la police pourrait trouver les empreintes de Dae-young dans le réservoir d'eau de l'hôpital abandonné qu'ils avaient visité plus tôt. Ainsi, Dongpyo prévoyait de l'examiner tout en interrogeant Dae-young sur ses intentions concernant le remplissage du réservoir d'eau. Vers le même moment, Y-Horan, qui venait de rentrer du marché, s'était fait arracher son sac par un homme. Heureusement, Shim-chung poursuivit le voleur et parvint à récupérer le sac de Y-Horan. À une autre occasion, Chia invita Y-Horan chez Junjae pour cuisiner, et Y-Horan retrouva Shim-chung, qui semblait heureuse de revoir la mère de Junjae. Chia entra ensuite dans la chambre de Junjae et trouva ses photos d'enfance avec sa mère. Après avoir regardé ces photos, qui ressemblaient à un jeune fils de Y-Horan, Chia commença à soupçonner que Y-Horan, qui avait été leur assistante domestique, était la mère de Junjae. C'est pourquoi elle convainquit rapidement Y-Horan de rentrer chez elle pour éviter de croiser Junjae. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Chia entra secrètement dans la chambre de Y-Horan pour comparer les photos d'enfance de Junjae, ce qui la convainquit encore plus que Junjae était le fils de Y-Horan. Après avoir appris cela, Chia commença à mieux traiter Y-Horan, ce qui la laissa perplexe devant le changement d'attitude de Chia. Cette nuit-là, Junjae rencontra Shim-chung pour lui demander pourquoi Dae-young avait préparé le réservoir d'eau plus tôt. Cependant, Shim-chung était profondément préoccupé par la découverte de Dae-young de son identité de sirène, un secret qu'elle ne pouvait partager avec Junjae. Voyant qu'elle était bouleversée, Junjae essaya de comprendre qu'elle était encore traumatisée par le kidnapping. Il la serra dans ses bras et l'encouragea à oublier les événements traumatisants. Pendant ce temps, chez Il-jung, sa vue se détériorait, et il se dirigeait accidentellement vers l'escalier du 2e étage sans s'en rendre compte. Seo provoqua délibérément la chute de son mari dans les escaliers. Peu de temps après, Chian se précipita vers son père inconscient et regarda sa mère, qui observait depuis le haut des escaliers. Inquiet pour la vie de son père, Chian emmena immédiatement Il-jung à l'hôpital, le sauvant finalement. À une autre occasion, Junjae lisait des documents sur Dam-ryung laissés par Chia. Les documents mentionnaient la possible mort de Dam-ryung alors qu'il était transporté en exil par la mer, et tous les biens de Dam-ryung avaient coulé avec le navire. D'autre part, Y-Horan rentrait chez elle seule et échappa de justesse à une voiture qui faillit la heurter si ce n'était pas pour Shim-chung, qui la sauva rapidement. Étonnamment, c'était Seo qui avait ordonné à son chauffeur de nuire à la première femme d'Il-jung. Le chauffeur révéla également à Seo que Y-Horan travaillait comme assistante domestique chez Jinju, la personne que Seo était censé rencontrer ce jour-là. Lorsqu'ils arrivèrent chez Jinju, Seo rencontra enfin Y-Horan, qui lui apporta une boisson. Elles eurent une vive dispute, laissant Jinju dans un silence stupéfait, réalisant que Y-Horan était l'ex-femme d'Il-jung. De retour chez Junjae, Dongpyo et son collègue arrivèrent pour discuter de l'avancement de l'affaire de Dae-young, rejoint par Namdo, qui mentionna qu'il n'avait trouvé aucune information sur Ji-in, la femme de Dae-young. Après un certain temps, avec l'amélioration de la santé d'Il-jung et sa capacité à reprendre ses activités après sa chute dans les escaliers, Seo demanda délibérément à Dae-young de devenir le nouvel assistant de son mari. Il-jung, inconscient en raison de sa vue qui se détériorait, ne se douta de rien. Pendant ce temps, Jinju traita Y-Horan gentiment après avoir découvert que son assistante domestique était l'ex-femme d'Il-jung. Après avoir dîné avec Y-Horan, Jinju rencontra Chia pour discuter de Y-Horan, et elle fut choquée d'apprendre que Y-Horan était la mère de Junjae. Ce soir-là, Chia, cherchant à soulager sa peine après le rejet de Junjae, prit contact avec Tao pour la récupérer dans une boîte de nuit. Lorsque Namdo et Shim-chung apprirent que Tao se dirigeait vers la boîte de nuit, ils décidèrent de se joindre à lui. À leur arrivée au club, la performance de Shim-chung captiva tout le monde. Pendant ce temps, Junjae apprit que Shim-chung était à la boîte de nuit et se rendit immédiatement là-bas pour la ramener à la maison.
À l'hôpital, Chiyan s'approcha de Nam, qui avait repris connaissance, et l'interrogea sur la tentative de Dae-young de lui nuire. Il comprit bientôt que Nam connaissait la relation entre Dae-young et Seo-hye. Paniqué à l'idée de protéger le secret de sa mère, Chiyan débrancha l'oxygène de Nam. Plus tard, inquiet pour l'état de l'assistant d'Il-jung, Dae-young arriva et emmena Chiyan loin de la pièce. Pendant ce temps, Nam, à nouveau dans un état critique, revécut des souvenirs de son passé à l'époque de Joseon lorsqu'il était le confident de Dam-ryung. À l'époque, Dam-ryung avait promis de faire de Nam son compagnon le plus proche s'ils se rencontraient à nouveau dans le futur. Le jour de son anniversaire, Shim-chung était occupée à préparer sa fête à la maison. Après avoir terminé les préparatifs, elle alla chercher Y-Oh-ran, qui venait à sa fête. En même temps, Jun-jae achetait un cadeau d'anniversaire pour Shim-chung dans une boutique de fleurs. En rentrant, il vit Shim-chung et Y-Oh-ran de l'autre côté de la route. Shim-chung appela son nom, révélant à Y-Oh-ran que Jun-jae était son fils perdu depuis longtemps. Jun-jae, apparemment capable d'entendre les paroles sincères de Shim-chung, informant Y-Oh-ran qu'elle était sa mère, ne pouvait pas croire qu'il se réunissait avec sa mère après toutes ces années. Ils traversèrent la route, et Y-Oh-ran serra immédiatement son fils dans ses bras, tandis que Jun-jae semblait ému aux larmes à la réunion. De retour à la maison, après que Shim-chung eut soufflé ses bougies d'anniversaire, elle demanda à les rallumer parce qu'ils célébraient la réunion de Jun-jae et de Y-Oh-ran. À une autre occasion, Jun-jae appela Dong-pyo pour lui faire part de ses soupçons selon lesquels Seo-hye aurait pu ordonner à Dae-young de le suivre. Pendant ce temps, Y-Oh-ran se rendit chez Jinju et eut une conversation avec Chia, qui semblait quelque peu gêné de la rencontrer. Y-Oh-ran exprima sa gratitude à Chia d'être une bonne amie pour Jun-jae. Revenant à Jun-jae, il rencontra Chiyan pour demander où se trouvait leur père. Chiyan mentit, affirmant que leur père était en vacances à Hawaï. Ne faisant pas confiance aux informations de son demi-frère, Jun-jae demanda l'aide de Dong-pyo pour localiser leur père. Le détective confirma qu'Il-jun était toujours en Corée. Il informa également Nam-do des actions de Seo-hye et de leur plan pour trouver des preuves chez leur père. Bien qu'hésitant au début, Nam-do finit par accepter d'aider. À sa grande surprise, Shim-chung entendit leur conversation, alors Nam-do lui demanda de l'aider à garder Chiyan chez elle pendant qu'ils mettaient leur plan à exécution. Cette nuit-là, avec l'aide de Dong-pyo, Jun-jae et les autres se déguisèrent en agents de lutte contre les nuisibles et infiltrèrent la maison d'Il-jung. Pendant ce temps, Shim-chung invita Chiyan à la rencontrer dans un restaurant pour gagner du temps et l'empêcher de rentrer chez lui. Nam-do sembla détourner l'attention de l'assistant domestique chez Il-jung, tandis que Tao désactivait le système de sécurité et que Jun-jae collectait des objets suspects. Après avoir discrètement placé un microphone sous la table, Jun-jae monta silencieusement à l'étage pour confronter son père. Malheureusement, la vue floue d'Il-jung l'empêcha de reconnaître son fils, et Jun-jae raconta tout ce que Seo-hye avait fait, allant même jusqu'à demander à son père de quitter la maison. Il-jung, qui avait entendu parler de l'occupation de Jun-jae en tant qu'escroc, semblait sceptique quant aux paroles de son fils. D'autre part, après le retour de Chiyan chez lui, Dae-young tenta d'approcher Shim-chung, qui était seul, et trafiqua les conduites d'eau dans le parking. Shim-chung courut pour éviter l'eau, l'empêchant de reprendre sa forme de sirène. Dae-young continua de la poursuivre jusqu'au toit, où elle lui tint fermement le bras et effaça sa mémoire. Par conséquent, lorsque Dae-young reçut un appel de Seo-hye, il ne la reconnut pas et n'avait aucun souvenir de qui il était vraiment. Devant la maison d'Il-jung, Dong-pyo, qui était de garde, informa Jun-jae qu'Il-jung devait subir une chirurgie des yeux prochainement. Pendant ce temps, Tao poursuivait sa recherche de témoins et de l'avocat qui avait légalisé le faux testament au nom d'Il-jung. Un autre jour, Seo-hye donna à nouveau son médicament à son mari. Cependant, Il-jung, se rappelant les paroles de Jun-jae, se débarrassa discrètement du médicament dans la poubelle après son départ de la pièce. Cette nuit-là, Il-jung se réveilla et remarqua que Seo-hye avait quitté le lit. Il entendit parler avec quelqu'un et essaya d'écouter leur conversation. Étonnamment, Seo-hye demanda à Dae-young de rester temporairement dans le sous-sol de leur maison pour empêcher son mari de rentrer en contact avec quiconque. Entendant cela, Il-jung tenta de retourner dans sa chambre pour éviter d'être surpris en train d'espionner, mais il trébucha dans l'escalier, ce qui le conduisit à se cacher derrière le canapé. Sa vision floue l'empêcha de réaliser que Seo-hye avait vu son ombre, et elle découvrit qu'Il-jung avait entendu toute leur conversation. Dong-pyo, qui était à l'extérieur avec son collègue, diffusa un enregistrement de la voix de Seo-hye dans la maison de Jun-jae. À ce moment-là, il ne savait pas à qui elle parlait. Se tournant vers Seo-hye, qui était retournée dans la chambre d'Il-jung, elle lui donna son médicament et une boisson comme d'habitude. Cependant, Il-jung, pensant qu'elle était partie, jeta discrètement le médicament et ne but que l'eau du verre qu'elle lui avait donné. À son insu, Seo-hye était toujours dans la pièce, observant chacun de ses mouvements. Peu après, Il-jung commença à se sentir mal car la boisson que Seo-hye lui avait donnée était empoisonnée. Il fit un effort pour atteindre son téléphone pour appeler Jun-jae, mais son fils était occupé à discuter avec Dong-pyo et n'entendit pas son téléphone sonner.
Comme son appel resta sans réponse, Il-jun laissa un message vocal à son fils, s'excusant. Inquiet pour l'état de santé de son père, Jun-jae se précipita chez Il-jun, pour découvrir que son père était décédé. Juste avant le décès d'Il-jun, Chi-yeon, qui attendait à l'extérieur de la chambre de son père, entendit les dernières excuses d'Il-jun à la fois à Jun-jae et à lui. Cela fit couler des larmes aux yeux de Chi-yeon, et il entra dans la pièce pour trouver son père sans vie. Examinant le verre dans lequel Il-jun avait bu, Chi-yeon se rendit compte qu'il était empoisonné, intentionnellement donné à son père par sa propre mère. Dans le but de se débarrasser des preuves, Chi-yeon lava rapidement le verre et contacta la police. Lorsque la police arriva, ils interrogèrent Chi-yeon puis emmenèrent le corps d'Il-jun à l'hôpital pour une autopsie. Jun-jae, en voyant son père sans vie, s'approcha immédiatement de Chi-yeon, qui était avec un détective, et s'en prit violemment à son demi-frère, accusant à la fois Chi-yeon et Seo-hye de la mort d'Il-jun. À l'hôpital, Seo-hye tenta de montrer son chagrin en pleurant et même de simuler une perte de conscience, mais personne ne prêta beaucoup d'attention à ses actions. À une autre occasion, Hyo-ran rencontra Jun-jae pour s'informer de la mort d'Il-jun. Elle raconta également sa rencontre précédente avec Il-jun, où il ne l'avait pas reconnu chez lui en raison de sa condition oculaire, comme l'avait informé Jun-jae. Pendant ce temps, Seo-hye semblait contacter Yunta et lui demander de procéder au processus légal pour l'héritage fictif d'Il-jun. En même temps, Chi-yeon rencontra Nam-do à l'hôpital et lui proposa une collaboration pour éliminer Jun-jae, offrant même une somme importante d'argent comme incitation à Nam-do pour exécuter le plan. Le lendemain matin, Dong-pyo arriva avec un mandat de perquisition pour inspecter la maison d'Il-jun. Seo-hye, vêtu de vêtements de deuil, accueillit calmement les policiers qui étaient venus. Ils fouillèrent la maison en profondeur, mais aucun indice suspect ne fut trouvé. Pendant les funérailles d'Il-jun, Hyo-ran y assista avec Jin-ju. Pendant que Hyo-ran était aux toilettes, Seo-hye s'approcha d'elle et dit des choses blessantes, ce qui amena Hyo-ran à gifler Seo-hye. Cela contraria Seo-hye, et elle eut l'intention de gifler à son tour Hyo-ran, mais Shim-chung l'en empêcha pour lire les pensées de Seo-hye. Avec ses capacités, Shim-chung apprit enfin toutes les actions de Seo-hye, y compris empoisonner intentionnellement Il-jun et cacher Dae-young. Peu de temps après, Shim-chung amena Jun-jae et Dong-pyo au sous-sol de la maison d'Il-jun. Là, ils découvrirent une pièce cachée contenant des fleurs empoisonnées, que la police recherchait comme preuve. Avec cette découverte, Dong-pyo se rendit aux funérailles d'Il-jun et déclara la mort d'Il-jun comme un meurtre, assurant une autopsie et l'arrestation de Seo-hye comme suspecte principale, soutenue par les nouvelles preuves trouvées. À la station de police, Yunta rencontra Seo-hye et lui conseilla de ne pas répondre aux questions des enquêteurs, ce qui finit par conduire à sa libération après l'expiration de la période de détention. D'autre part, alors que Jun-jae se dirigeait vers sa voiture sur le parking, Nam-do vint soudainement et le frappa à la tête avec un morceau de métal par derrière, le mettant KO. Qui vérifiait les images de la caméra de sécurité, assista à l'attaque et alerta rapidement Shim-chung. Ils suivirent la voiture conduite par Nam-do. Lorsqu'ils arrivèrent dans une zone d'entrepôt, Nam-do amena Jun-jae rencontrer Chi-yeon et Seo-hye, qui les attendaient là. Chi-yeon ordonna à Nam-do d'attacher Jun-jae à une chaise, et lorsque Jun-jae se réveilla et questionna les actions de Nam-do, celui-ci injecta une substance dans la jambe de Jun-jae, lui causant une intense douleur. De manière inattendue, Dong-pyo et son équipe surgirent de leur cachette pour capturer Seo-hye et Chi-yeon. Quelque temps auparavant, après que Nam-do eut rencontré Chi-yeon à l'hôpital, il révéla tout à Jun-jae et Dong-pyo, suggérant qu'ils coopèrent en faisant semblant de se conformer au plan de Seo-hye et Chi-yeon. De retour au présent, en voyant Seo-hye menotté et emmené loin de l'entrepôt, Chi-yeon, également capturé, tenta de se rebeller et saisit le pistolet d'un policier, le pointant sur Jun-jae. Shim-chung, qui assistait à cela, se souvint que les ancêtres de Chi-yeon étaient responsables de la mort de Dam-ryung dans le passé, alors elle essaya de protéger Jun-jae en le serrant dans ses bras. Chi-yeon tira un coup de feu, qui toucha Shim-chung, la faisant perdre connaissance. D'autres policiers maîtrisèrent rapidement Chi-yeon et le maîtrisèrent. Avant l'interrogatoire, Chi-yeon alla aux toilettes, où il avala une injection empoisonnée qu'il avait apportée avec lui par frustration de sa vie. Peu de temps après l'interrogatoire, Chi-yeon s'effondra, et Seo-hye, consciente de ce qui s'était passé, entra dans la salle d'interrogatoire et vit la mort de son fils due à l'empoisonnement. Pendant ce temps, Jun-jae et les autres attendaient l'opération de Shim-chung à l'hôpital. Pendant ce temps, Nam-do informa Jun-jae que Dong-pyo avait partagé la nouvelle de la mort de Chi-yeon, ce qui surprit Jun-jae. Après l'opération, Shim-chung fut transféré dans une chambre d'hôpital, où le médecin informa Jun-jae qu'elle se rétablissait bien malgré la balle ayant pénétré son cœur. D'autre part, Dae-young chercha l'aide d'un psychothérapeute pour retrouver ses souvenirs perdus. Après plusieurs séances, il se rappela enfin sa vie passée en tant que Yang et tenta de nuire à la thérapeute en l'étranglant. Heureusement, Dong-pyo et Jun-jae arrivèrent à temps pour secourir la thérapeute et appréhender Dae-young. Un autre jour, Jun-jae rendit visite à Nam, dont l'état s'améliorait. Pour la première fois, Nam appela Jun-jae Dam-ryung car il avait réalisé que dans leur vie passée, ils avaient été les aides de confiance de Dam-ryung.
Quelques jours plus tard, Shimshung, de retour de l'hôpital, ressentit soudainement une douleur au cœur après être restée trop longtemps sur Terre. Elle devait retourner immédiatement dans l'océan pour éviter que son cœur ne gèle. Avant de partir, elle effaça les souvenirs de Junjae pour lui épargner la tristesse de son départ. Elle dit au revoir à Namdo et aux autres avant de retourner à la mer. En atteignant le rivage, Shimshung retourna dans son monde sous-marin en tant que sirène. 3 ans plus tard, Junjae demanda à Namdo et Tao, qui vivaient toujours avec lui, de trouver leur propre logement, mais Yoran, au contraire, suggéra qu'ils restent jusqu'à leur mariage. À une autre occasion, Junjae commença à travailler comme stagiaire au bureau du procureur. Là, il rencontra Dong Pyo, qui l'invita à partager un repas. Dong Pyo exprima son soulagement que Junjae ait choisi d'utiliser ses capacités pour le bien. Pendant ce temps, Namdo changea de carrière et devint enseignant. Le soir, ils se retrouvèrent tous chez Junjae, et Tao, qui vivait également avec eux, occupait un poste de hacker éthique dans une entreprise prestigieuse. Vers la fin de la série, Shimshung revint enfin sur Terre. Sa première action fut de vendre ses perles et de rendre visite à la maison de Junjae, même s'il ne se souvenait pas d'elle. Cette nuit-là, Shimshung, attristé par le manque de reconnaissance de Junjae, regarda la première neige de l'hiver tout en se recroquevillant. À sa grande surprise, Junjae vint la protéger, et il révéla qu'il se souvenait toujours de tout à son sujet. Ils furent heureusement réunis à partir de ce moment-là. La leçon morale de l'histoire est qu'il est important de valoriser les moments et les personnes qui rendent votre voyage spécial, même si vous devez ajuster vos souvenirs en cours de route.